Bonjour à tous. Bonjour. Donc on est heureux pour ceux qui ont écouté le podcast, qui sont courageux, qui passent toute l'après-midi avec nous. Donc on est avec Samy Moubi. Enchanté de t'avoir. Bonjour. Pour la sortie du coup de ton livre Sphère d'influence chez Merci Hugo de Sport. votre accueil. Donc c'est coécrit avec José Barroso et Jocelyn Lermusio. Tout à fait. Voilà, qu'on salue. Que je salue. On les embrasse. Et on est avec Julien. Sage précaution. Salut. Et Mika. Salut. Ah, avec sa voix de crooner, comme d'hab. Je force, hein. J'ai une voix super aiguë d'habitude. Et donc on va passer un petit moment, on va parler de toi, de ton livre, et voilà, on va passer un petit moment sympa. Pourquoi tu as écrit ce livre ? Pourquoi avons-nous écrit ce livre ? Avez-vous tout à Ah, fait. Avant toi. Parce que tu l'as toujours pas écrit, le Moi, tien. j'ai un mémo sur mon iPhone, j'ai 3 lignes et je suis deg. Mais j'ai un très bon titre. Souvent, c'est ça. Sphère d'influence, mais avec un S à sphère, et puis il y a plusieurs planètes, parce que c'est Mais plutôt qu'une influence. l'univers du... Moi, j'en ai fait un, c'est plein de sphères, mais une seule influence. Disons que tout est parti de... j'aime beaucoup le foot depuis très longtemps. Bon, à ma façon, hein, parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup, puis des choses que j'aime vraiment moins dans ce sport. Mais ça faisait, 6-7 ans que j'avais cette idée de faire quelque chose autour du football et de la dimension internationale. Et puis en réfléchissant... je me disais que il y avait quand même quelques souvenirs qui revenaient, de choses vues, connues, ressenties, et puis de choses quasiment pas vues, si ce n'est par la télé, par des ouvrages ou par des beaux livres avec de jolies photos. Mais il me semblait pas avoir déjà vu un ouvrage traitant justement de diplomatie politique et football par le prisme des Coupes du Monde. Ouais. Puisque c'est bientôt les 100 ans. Et je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc, en fait, en parcourant un petit peu des archives, en réfléchissant, en regardant, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas ce type d'ouvrage en matière d'édition française et francophone. Et puis, j'ai commencé à rédiger un genre de sommaire. Et puis je me suis rendu compte que c'était un sommaire qui était plutôt fourni. Et j'en ai parlé à mes deux confrères et amis, parce qu'on échange de manière complètement informelle sur le foot et d'autres choses depuis longtemps. Ouais. Et puis lorsque je leur ai présenté l'idée, je leur ai envoyé donc un projet de sommaire avec un petit texte introductif. Et puis ils ont souscrit tout de suite à l'idée, en me disant que ça les intéressait. Et puis après, l'idée c'était aussi de trouver une maison d'édition. Donc on a proposé à la maison d'édition Hugo et compagnie, Hugo Sport, qui nous ont rapidement répondu en nous disant qu'ils étaient très intéressés. Voilà comment le projet est né. Ok. Toi du coup tu es journaliste ? Je suis journaliste, oui, et depuis un petit moment maintenant. Ouais. Et tu traites pas que le foot, hein ? Ah non, j'ai même jamais... à part 3 ou 4 mois, je ne sais plus exactement, c'était à l'été 2007 où j'ai travaillé à l'équipe.fr. Ouais. J'ai jamais travaillé pour une rubrique sport. Ok. Au contraire, du coup, de José et Jocelyn qui, eux, sont à l'équipe. Oui, c'est ça de mes confrères qui, eux, travaillent à l'équipe. José Barroso est en charge, avec d'autres, du Paris Saint-Germain. Et Jocelyn Lermusio, lui, travaille sur Angers-Reims et sur d'autres sujets également. Ok. Vous dites si vous... Non, voilà. Moi, ce qui m'a marqué, je l'ai lu, alors je sais pas si mais je pense qu'on peut. Moi, je l'ai lu pas dans l'ordre. Ah non, on peut le dire. Et ça m'a fait rire, justement. J'ai commencé par 98. Je me suis dit, c'est marrant, je vais commencer par la Coupe du Monde en France. Parce que t'es un footix. C'est la seule que je connais, tu sais. Il a découvert, Fab, qu'il y a eu d'autres Coupes du Monde grâce à toi. Je savais pas. Lui, il a cru qu'il y 94. avait Ah bon ? 98 et 2018, et il a découvert grâce à toi. Tu le considères comme une réussite, du coup ? Une première C'est claque. déjà, voilà. Il y a eu d'autres premier... Coupes du Monde, c'est beau. Et non, moi j'étais marqué par, en effet, le nombre de références
et de citations précises d'un article au moment. Et en fait, c'est vrai que ça te met vraiment dans l'époque. Et ça a l'air d'être un travail de dingue que vous avez fait là. Sur 88, c'est les relations entre les États-Unis et l'Iran. Donc, c'est vraiment ciblé là-dessus. Déjà, il y a un lien entre les Coupes du Monde, parce que tu suis un peu l'histoire du monde à travers ces trucs-là. Et donc c'était ça un peu l'idée. C'est ça qui est marrant. Et ouais, moi, j'ai été vraiment embarqué parce que, comme on disait dans le podcast, on a des histoires qui, en tant que telles, sont super intéressantes. Et c'est très riche. Et je sais pas, toi, si Jus, t'as eu le même truc. Moi, en fait, ouais, quand j'ai lu, je te l'ai dit dans le podcast, moi déjà, j'ai adoré cet aspect un peu roman policier. Je parlais de John le Carré, mais vraiment, tu vois, c'est. Non, mais c'est d'autant plus appréciable. Ça fait j'aime beaucoup. Une succession de nouvelles, en fait. Tu vois, j'ai vraiment pris ça comme ça. Et ça me fait un peu penser. On avait reçu Giovanni, les bouquins Lactia, et du coup, je trouvais que chez Giovanni, il y avait vraiment cet aspect époque et sociologie, tu vois, dans le livre. Et là, toi, je trouve vraiment dans le livre, il y a cet aspect politique, espionnage, voilà, qui est vraiment appréciable. Et du coup, ça se lit facilement aussi grâce au style et à la qualité d'écriture, mais aussi grâce au fait qu'on est vraiment plongé, un peu comme, tu vois, un roman policier ou une série policière où il y a des personnages, on les retrouve un peu après, tu vois, c'est encore lui. Ouais, c'est ça. Tu vois, il est encore là. Non, mais c'est vrai. Il y a vraiment ce truc. Alors, si on savait pas que c'était des vraies personnes, si on s'intéresse pas au foot, on peut, ou au sport en général, on peut aussi le lire parce qu'ils deviennent facilement des personnages de fiction, ces gars-là. Ça, c'était une volonté, du coup, vraiment, ou ça, naturellement, le sujet fait que tu as ce truc-là? Non, alors on a évidemment d'abord pensé à une construction, et puis très vite on s'est accordé sur le fait qu'une construction chronologique, même si c'est assez classique, nous semblait convenir. D'autant plus que je trouve qu'au travers de cette construction, on voit comment le football, ses acteurs, évolue. C'est-à-dire que le foot des années 30, c'est pas le foot des années 60 et pas celui des années 80 et encore moins celui d'aujourd'hui. Alors c'est la palissade, mais l'idée c'était de montrer au travers de cette construction chronologique comment ça évolue avec au départ un truc un petit peu qui naît grâce à Jules Rimet, la FIFA, la création de la Coupe du Monde. L'idée c'est de rapprocher les peuples, de créer des passerelles, et très très vite on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, et puis que le sentiment nationaliste reprend, que c'est le lieu où éventuellement on tente de régler sur le pré des antagonismes régionaux, internationaux, guerre moderne. Voilà. Et en même temps, il y a aussi l'évolution du football avec forcément, il y a le foot d'avant-guerre, d'après-guerre, la guerre froide, la décolonisation, les non-alignés, et puis l'immixtion de plus en plus criante de l'argent, où on peut dire qu'à partir de 1974, avec l'arrivée de João Havelange, qui dit très clairement les choses, lui il est là pour faire de l'argent. En compagnie, on oublie trop souvent de dire, de l'ex-patron d'Adidas, qui était l'un des premiers sponsors et qui a été beaucoup de sa poche pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais tout ça pour dire qu'il y a cette dimension-là, puis il y a aussi, l'idée c'était de construire des chapitres en mélangeant à la fois donc la dimension historique, diplomatique, à la dimension purement sportive. Mais on se rend compte que l'un ne va pas sans l'autre, au fond, malgré les déclarations d'intention, malgré le fait de vouloir un petit peu lécher, comme on dit, les choses au vestiaire. Non. Alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, elles affleurent. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que dès la Coupe du Monde de 1934, c'est quand même encore plus que 1978 avec la dictature argentine. Le Mussolini en fait un gigantesque miroir de son régime fasciste. Et là, il faut bien dire que j'ai du mal à croire que ce soit par juste naïveté, mais que la FIFA, Jules Rimet, est complètement débordé. D'ailleurs, il dira lui-même que c'était la Coupe du Monde de Mussolini, sans jamais regretter quoi que ce soit. Oui, parce alors qu'il a participé la FIFA décide d'être apolitique au début,
Mais en fait, en ne faisant rien, c'est un choix politique, d'être politique. Non, mais c'est surtout en acceptant que l'Italie organise, puisque c'est ce qu'on explique, la Suède était en lice. Ouais. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi la Suède s'est tout à coup désistée. Ouais. On ne sait pas pourquoi la Suède n'est toujours pas championne du monde, vu le... Non, mais c'est vrai, ils auraient pu, à un moment, ils dominaient aussi un peu. Ouais. Ils étaient... Mais justement, moi j'avais un prof de sociologie qui expliquait la société par les stades de foot, tu vois. Et en disant qu'on peut... Non, mais il dit qu'on peut comprendre vachement de choses avec les stades de foot, l'organisation, le placement dans un stade, les comportements. Et là, si tu veux, moi, ça me fait penser un peu qu'on peut aussi expliquer la politique par le football. Tu vois, on peut expliquer la société par le football. Et souvent, le sport et même le journalisme sportif est vachement décrié, voire rabaissé dans notre pays. Il y a pas... Enfin, ça fait pas un peu c'est pas le noble journalisme, tu vois, dans le pays. Bien, oui. Alors que, très franchement, moi je trouve que quelqu'un qui s'intéresse au foot, qui connaît rien à la politique, peut trouver dans un bouquin comme ça justement un intérêt différent pour la politique, et inversement, un mec qui s'intéresse à la politique peut aussi trouver un intérêt au sport et au football. Tu vois, ça fait un peu rencontre de deux mondes qui se sont rencontrés en dehors déjà, mais qui dans le livre aussi. Bah après, ça correspond aussi au type de traitement qu'on veut tenter ou de faire. L'idée de base, vraiment, c'était d'essayer d'entremêler les deux, parce que pour moi, ça ne fait qu'une chose et une seule, même si on peut éventuellement contester. Mais au fond, en plus, avec le recul, notamment concernant les plus anciennes, il y a toute une série de documents, d'archives, de témoignages, parce que c'était aussi ça l'idée. C'était, bon, évidemment, pour les toutes premières Coupes du Monde, c'était compliqué, parce qu'hélas, beaucoup sont décédés. Mais on s'est aussi efforcé de récupérer des témoignages de protagonistes directs ou d'observateurs, pour essayer de remettre en perspective le tout, au-delà, évidemment, d'un travail le plus minutieux possible en matière d'archives, qu'elles soient françaises, francophones ou mondiales. Donc on a vraiment essayé de récupérer le plus de matériaux possible pour pouvoir construire chacun des chapitres en essayant d'omettre le moins de détails possible, parce que des détails plus des détails plus des détails, c'est ça qui fait l'histoire et la grande histoire, aussi bien du football en tant que sport, mais que de la politique, la diplomatie. Et donc on a vraiment essayé de lier le tout. Et on avait ce souci d'entrée, parce qu'après, bon, il y a aussi il y a différentes façons de parler du foot, qui sont tout aussi respectables. Mais c'est vrai que au travers de nos recherches, on s'est rendu compte à quel point, en matière éditoriale, et même en matière journalistique, mais surtout en matière éditoriale, on est quand même un pays qui demeure à la remorque par rapport à la façon de traiter le sport, le football et le sport en général. C'est-à-dire que lorsqu'on a mis les mains dans les archives concernant l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et j'en passe, on s'est rendu compte que ça allait de thèses universitaires quasi obscures à d'articles de presse, de quotidiens très connus, mais il y a une façon de traiter le sport qui recèle plusieurs niveaux. Il y a une façon de le traiter, j'allais presque dire, de manière plus sérieuse au fond, avec plusieurs grilles de lecture. Alors, ça existe désormais en France, mais j'ai l'impression, enfin avec mes collègues, on a l'impression, en tout cas sur le plan éditorial, que le sport reste encore dans, pas une sorte de ghetto, mais espèce de, non pas de mépris, mais un petit peu de condescendance. Ouais, le football, bon, d'accord, des gars qui jouent en short, bon, je caricature évidemment, mais on a l'impression qu'on n'a pas encore tout à fait passé un certain cap. Par rapport au traitement du... Mais c'est la discussion qu'on avait la dernière fois en plus ensemble. Avec Giovanni ou Non, ensemble chez toi. Ah oui. C'est quand on s'est pris la tête. Vous n'étiez pas filmé. Vous n'étiez pas filmé du coup. On n'était pas filmé. Mais là, fait, non. Mais c'est vrai que, en fait, comme tu dis, il y a différentes couches de traitement.
Et en fait, moi, à titre personnel, j'adore le foot, mais en fait, la couche de traitement journalistique, aujourd'hui, elle m'intéresse pas, en fait. Tu vois, c'est vraiment, on est dans un truc de la culture du présent, on va commenter vraiment plus l'actualité, et en fait, il n'y a pas de hauteur, en fait. Alors tu vois, après, bon, il se trouve que dans le cadre je parle de mes deux confrères, qui eux travaillent donc pour l'équipe, etc., c'est vrai qu'ils sont tenus quand même à l'actu, aux derniers éléments, à la recherche de nouveaux éléments, et ça c'est ce qui fait la base de leur métier. Ensuite, ça n'interdit pas d'essayer de voir les choses un petit peu autrement, d'où par exemple ce livre et l'idée de leur avoir proposé, parce que je sais qu'on apprécie et on apprécie moins un certain nombre de choses du football, parce qu'on se connaît depuis 20 ans aussi, que ce sont avant tout des amis, et qu'on a eu l'occasion d'échanger de manière sérieuse ou de manière provocatrice, en chambrant, etc., mais pas parmi nos goûts, mais on a quand même un gros dénominateur commun par rapport aux choses qui nous intéressent et dont on pense qu'elles peuvent être traitées et permettre aussi de voir ce sport, non pas sous un autre jour, mais en apportant d'autres éléments le meilleur buteur, ça donne du corps. C'est ce que tu dis, c'est que ça donne du corps. En fait, alors, tu le aujourd'hui, en connectes France, avec quand d'autres... même, heureusement, il y a plusieurs maisons qui s'attachent et qui essayent de s'attacher à faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que, encore une fois, rapport aux archives, par rapport à nos voisins européens, on reste un petit peu à la remorque. C'est épisodique, en fait. Oui, et puis même si en France, on peut dire avec quand même certitude aujourd'hui que la Coupe du Monde 98 a davantage popularisé le foot encore auprès du plus grand nombre. Je pense aux femmes et à d'autres gens qui s'y intéressaient pas forcément. Il y a un attrait pour le football autrement plus conséquent aujourd'hui encore chez nos voisins européens. Oui. Alors comment l'expliquer ? Pourquoi ? Par rapport à la France, un exemple très simple, le nombre de villes en Angleterre, Italie, Espagne et autres, où il y a minimum 2 clubs par grande ville. En France, à ma connaissance, voilà. Alors, je suis pas en train de dire plus de foot et plus de clubs ferait qu'il y aurait davantage d'intérêt, mais on va dire qu'en matière, en tout cas historique, c'est quand même un premier élément non négligeable. Oui, je vois bien. Puisque, par exemple, le fait qu'il y ait 2 ou voire plusieurs clubs, c'était parce qu'il y avait des tendances politiques différentes ou syndicales différentes. Absolument. Donc, on en parlait avec Giovanni qui nous donnait les exemples du foot italien, en fait, où c'était les ouvriers. Absolument. Et c'est là où l'histoire prend tout son sens. Si on prend la peine d'essayer de s'y plonger, d'essayer de se décrypter, de le vouloir aussi, puis après de le mettre en forme. Il y a un bouquin qui parle de ça aussi, d'ailleurs, Histoire populaire du football, où justement Michael Correa. Comment Michael Correa. Voilà, je me souviens plus de l'auteur, et justement il montre cette dimension-là aussi dans le foot et cette construction. Mais c'est vrai que par exemple en France, les bouquins comme ça, la Fnac, pour pas les citer, ils vont mettre ça dans la catégorie sport et pas dans la catégorie société. C'est très intéressant ce que tu disais, parce que pas plus tard que la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je passais à la Fnac Saint-Lazare pour tout à fait autre chose, et il était très bien placé en sport, etc. Et je suis allé voir quelqu'un qui s'occupait de l'histoire, enfin j'ai cru, parce qu'apparemment c'était pas lui, son collègue n'était pas là ce jour-là, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, vous voyez, c'est pas parce que j'en suis l'auteur, mais j'aime bien aller dans différents rayons à la Fnac, mais c'est vrai que j'ai tendance à aller davantage vers histoire, politique ou polar, etc. Et nous, il se trouve qu'on vient de faire un livre qui est un peu qui est à la croisée des deux. Et j'ai déjà vu, alors de manière très rare, quelques ouvrages comme ça qui étaient mis en géopolitique ou en histoire. Et je lui expliquais que le fait est que le rayon histoire géopolitique est
très loin du rayon sport. Et qui m'arrive, moi, même et d'autres amis, d'aller à la FNAC, de passer dans ces rayons sans même passer par le sport parce que j'ai pas un livre en tête ou parce que j'ai moins de temps. Tu veux pas lire la dernière bio de Didier Deschamps, quoi. Ou un portfolio. Voilà, mais ce que je veux dire par là, comme c'est pas à côté, je vais pas avoir le réflexe de... Bien sûr. Oui, en plus. Et là, la personne m'a dit, bah oui, mais ça, après, ce sont des choses qui se discutent. Parce qu'il a toute sa place sur géopolitique. Après, c'est aussi oui, mais pourtant non. Enfin, aujourd'hui, un amateur de géopolitique ou quoi, ça l'intéresserait énormément. Mais il va passer à côté. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore faut-il aimer le foot. Ça, c'est des gens je sais pas. Moi, j'ai lu des trucs de géopolitique sur des thématiques qui m'intéressaient pas forcément en soi et qui m'ont passionné par la compréhension du monde que ça a amené. Donc je me dis, un mec qui en a rien à faire du foot peut quand même aimer ce bouquin. Ça, c'est le truc très français où on aime bien mettre les trucs dans des cases. En fait, c'est quoi? Il y a un ballon. C'est juste le ballon. En plus, le ballon, c'est du sport. Nous, on a essayé. Fallait pas mettre un ballon dessus. De se dire qu'il y avait plusieurs. C'est le monde. Qu'il y avait plusieurs grilles de lecture. Et l'idée, c'est. Enfin, moi, je sais que à adolescent, je disais quand même pas mal de choses autour du foot sans forcément comprendre toutes les données politiques, géographiques, etc. Mais du coup, ça permet de comprendre et d'attiser un petit peu la curiosité, etc. Donc on a aussi bien pensé à des jeunes que des moins jeunes, que des gens qui connaissent pas trop. On a essayé d'expliquer au mieux, mais en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop de notes de bas de page, parce que... vous avez vraiment fait un effort d'accessibilité. C'était ça l'idée, mais on a essayé d'éviter une espèce d'élitisme et de mettre aussi de côté une espèce de simplisme et d'essayer d'être un petit peu entre les deux en essayant de rendre la chose la plus attrayante possible. Il y a un docu, je sais pas si tu es au courant, si vous avez vu, qui vient de sortir sur Netflix, qui parle aussi justement de ce truc, du rapport entre la FIFA et la géopolitique. Du coup, c'est marrant parce que j'ai commencé à le regarder, j'ai lu le livre en parallèle, ça matchait bien les deux. D'accord. C'est pas quelque chose que je l'ai pas vu. C'est sorti Non, c'est... Non, là, c'est... moi, je sais plus comment ça s'appelle, il faudra regarder le titre, mais non, c'est pas que sur le Qatar, sur toute l'histoire. Non, je suis curieux d'en connaître le titre, mais... faut regarder. Mais voilà, donc vous pouvez acheter le livre et en même temps vous abonner à Netflix, mais ça, on s'en fout un peu. Je pense que les gens sont déjà abonnés. Les gens le savent. Voilà, c'est une maison transversale qui vient d'être achetée par Netflix. Et donc tu es journaliste depuis longtemps. Enfin, tu as commencé après tes études. J'ai fait l'école de journalisme après la fac de droit de Strasbourg. Ok. J'en suis sorti en juin 97 pour être à Libération au service étranger. Ouais. Donc ça s'était très bien passé, mais Libération était déjà en crise. Et donc après, il a fallu se débrouiller. Donc j'ai travaillé à différents endroits, dont les dossiers du Canard, le Parisien, l'Hémicycle, qui était qui est un titre à l'époque qui était sous forme hebdomadaire, mais qui n'était pas du tout inféodé à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on traitait l'actu parlementaire, mais de manière indépendante. J'y faisais également de la chronique d'ouvrage, entre autres. Et puis, j'ai été amené à travailler pour Le Monde à plusieurs reprises, à différents moments, sur ce qui a trait à l'Algérie actuelle, pas la guerre d'Algérie, mais l'Algérie, hélas, des généraux. Oui. J'ai aussi travaillé un petit peu pour la rubrique médias pour Le Monde aussi. Okay. Et puis ensuite, il y a eu une période au Parisien aussi, alors avec les deux casquettes, aussi bien la dimension quotidien de presse régionale que la dimension nationale. Voilà. Et du coup, ça t'a jamais attiré d'aller vers le sport pour le quotidien? Je trouve que ça s'est jamais vraiment présenté. Ça t'aurait plu? Oui, ouais. Mais ça s'est jusqu'à présent jamais présenté. Et puis après, moi, il y a d'autres domaines qui m'attirent aussi, la rubrique internationale, étranger. Et à François, je travaillais pour la rubrique police-justice enquête. Okay. Donc je couvrais des procès,
des faits divers, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai dû en faire. Ça fait rire, ça. disais ça, des déplacements nombreux à Marseille. En ligne qu'il était à Marseille, je me suis aussi beaucoup occupé de financement occulte de partis et de systèmes un peu bizarres. Là, je parle des frères Guérini, par exemple, entre autres, ou du curieux fonctionnement du conseil régional et de certaines élus. Tu sais, après nous, on a un point de physique, donc... et du coup, c'était quoi les sujets les plus compliqués à aborder ou les plus compliqués pour avoir des informations ? Entre la politique et le foot, par exemple, tu vois, quels sont les acteurs ? Il se trouve que, paradoxalement, ça reste les sujets en question, pour avoir de bonnes sources, pour pouvoir bien vérifier, pour pouvoir éviter de décrire des bêtises, etc. Les deux rubriques. Mais curieusement, compte tenu du fait que les joueurs sont de moins en moins accessibles, ce qui est quand même assez terrible et dommageable, compte tenu de l'implication des familles, des agents, de certains dirigeants, le traitement du foot, avec sa dimension humaine, ce qui faisait sa dimension humaine il y a 10, 15, voire 20 ans, je parle même pas d'avant, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et c'est bien dommage. Et alors après, on parle d'hypermédiatisation sur des faits qui n'ont pas grand-chose à voir. Moi, je pense qu'il y a peut-être un lien de cause à effet. Si les joueurs étaient un petit peu plus disponibles, un peu plus naturels, un peu plus spontanés, peut-être que ce serait un petit peu plus fluide et ça permettrait d'humaniser un petit peu plus tout ça. Parce que, encore une fois, à côté, il y a une montée de choses qui sont quand même... assez regrettable quand on voit la financiarisation de ce jeu avec des sommes on se demande si parfois elles sont vraiment réelles, pose un problème. Surtout quand on parle du sport dit le plus populaire au monde. Qu'aujourd'hui des joueurs, des dirigeants, etc. gagnent correctement leur vie, on est tout à fait d'accord. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 80, mais là on est passé à un extrême complet. D'un extrême à l'autre. J'allais te demander, on entend parler de sommes invraisemblables. Ça m'intéressait d'avoir ton avis tout à l'heure quand vous en parliez sur les liens justement entre géopolitique, foot, etc. Est-ce que malgré tout c'est des choses qui ont servi au développement du foot en fait ça a rendu service au foot en fait? Est-ce qu'on regarde du meilleur foot aujourd'hui en termes de divertissement? Est-ce qu'on s'amuse plus? Alors ça, vaste question. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que si on schématise un peu, beaucoup de gens continuent de parler du Brésil des années 70, 82, c'est vrai, qui était magnifique à voir jouer, etc. Qui était certes moins rapide, moins athlétique, c'était le football de l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, voir des joueurs plus athlétiques, plus rapides, plus costauds, fait nécessairement un meilleur jeu? En fait, ils affrontent eux-mêmes des joueurs plus athlétiques, plus rapides et plus costauds. Donc forcément, tu vas vers... athlétiquement, ils sont plus forts. Ils battraient des équipes des années 70 haut la main, mais sur les matchs en tant que tels, je pense que... C'est-à-dire qu'après, il y a quand même des joueurs dont tu vois bien qu'effectivement, ils mesurent 1m95, ils sont très costauds, ils sont très athlétiques, ils vont assez vite. En revanche, quand il s'agit de faire une passe, des fois, c'est pas toujours très académique. Il n'y a pas le QI shoot. Donc, qu'est-ce qu'on préfère On peut regretter... Ça enlève la place en plus aux exceptions aussi un peu. Si tu regardes les gagnants de la Ligue des Champions, ces 15 dernières années ou ces 20 dernières années, et si tu regardes les gagnants de la Ligue des Champions les 20 années avant, tu vois l'OM ou pas? Non, mais tu vois beaucoup plus de diversité dans les gagnants. Tu as des clubs qui ont gagné. Quand tu regardes les noms de ces clubs, t'imagines même pas qu'aujourd'hui un club de ce niveau-là puisse être vainqueur, parce qu'il y avait une compétitivité qui était différente. Et il y avait aussi des joueurs qui s'inscrivaient dans l'histoire des clubs, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins présent. Tu as des mecs qui vont, qui partent, ça enlève un peu ça enlève quelque chose. Il faut voir aussi qu'il y a quand même eu la création de la Ligue des Champions qui a quand même redistribué les cartes, pas forcément dans le bon sens,
en tentant de favoriser évidemment l'argent et donc les clubs les plus costauds financièrement. Et puis il fallait que ce soit une rentrée d'argent régulière et assurée. Ouais. Et donc pour qu'elle soit régulière et assurée, il faut qu'il y ait toujours les mêmes. Tentative de Super League auquel tente malgré tout vaille que vaille de s'accrocher le Real Madrid, la Juventus Turin, et je ne sais plus quel autre club, ça ne me revient pas, mais alors que voilà, là on bannirait purement et simplement le sport, c'est-à-dire plus de hasard. On est entre nous, de temps en temps on va éventuellement accepter l'avenue d'un intrus, mais sinon enfin ça n'a plus de sens. Et soi-disant pour nous assurer un meilleur spectacle, enfin moi quand je vais voir un match de foot, je vais pas voir le feu d'artifice d'après, ça m'intéresse pas. Faudrait qu'ils comprennent ça aussi un petit peu et qu'il y a des limites au merchandising, au marketing. Voilà, s'ils veulent définitivement d'écouter l'ensemble des gens, je pense qu'ils s'y prendraient pas mieux. C'est quoi votre meilleure expérience foot alors ? Vous, un vrai match de foot, vous le viviez comment ? Pas de stade, pas de feu d'artifice, pas de chant. Un bel avant-match. De la ferveur avant, tu vois. Ouais. Et puis après, tu arrives au stade et en fait, moi je suis pas attaché à la qualité des joueurs en tant que tel, tu vois, mais surtout à un bel affrontement, à du suspense, à de l'engagement. Et ce qu'on disait avec Diego Calmar, notamment, qui était là mardi, qui voit des matchs au Mexique, et qui disait que ça l'insupportait de voir le traitement européen sur le football mexicain. C'est comme si c'était une sous-ligue, tu vois, alors que tu as une ferveur de ouf, et au final... eux kiffent plus que la Ligue 1 où t'es là, t'as Paris qui gagne tous les matchs et au final Marseille le spectacle et au final je pense que tout le monde serait plus content, à la fois les supporters parisiens et les supporters marseillais, qui est plus des vrais classicos, des vrais matchs, des vrais trucs. C'est mépriser Lens et les autres clubs. Bien sûr. Mais je mets tout le monde dans le même bateau. Cette année qui est une année assez particulière. Il faut, s'il y a une homogénéité, tu vois, si c'est un peu plus homogène et qu'il y a de la compétitivité, il y a de l'intérêt, et surtout quand, il y a un sport qui existe encore, il n'a pas disparu. Moi, quand j'étais gamin, j'allais voir des matchs de national, j'allais voir Toulon jouer en national. J'ai pas vécu d'émotions sportives, et je compte Coupe du Monde 98, Euro 2000, tout ce que tu veux, plus importantes que quand j'étais dans le stade à Mayol et qu'on est monté en D2. Pour moi, c'était on avait gagné la Ligue des Champions. Moi, les joueurs que je voyais, pour moi, c'était des stars. Pour le reste de la France, ils n'existaient pas. Personne ne pouvait les citer. C'est peut-être la différence entre vivre, par exemple, une saison derrière le club que tu affectionnes et dans les tribunes, avec la dimension humaine. Je pense que tu connaissais même, pas forcément, au-delà des joueurs, mais peut-être était-il plus accessible. Des gars qui sont des figures du club que personne ne connaît. Donc il y a une dimension humaine, des histoires, un courant qui passe. Ça n'a rien à voir avec les finales. Bien sûr qu'on parle des plus grandes compétitions, des joueurs qui sont a priori les meilleurs dans leur sport. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ton émotion, elle devait être plus forte parce que tu t'identifiais et que tu le vivais directement dans les travées avec des gens que tu connaissais. Là, bien sûr, c'est au plan national, mais c'est derrière la télé. Ou même, ça nous est arrivé d'aller voir un match de l'équipe de France. Mais bien sûr qu'on a envie de voir un beau match. Bien sûr qu'on peut se lever, commenter. Mais c'est évidemment pas du tout la même ferveur que lorsque tu suis un club au quotidien, c'est sûr. et quand bien même il est dans des niveaux, des strates inférieures. Ça compte pas en fait. Mais c'est la dimension humaine. Si ça peut te faire vibrer, je joue toute l'année et là j'ai un tournoi de futsal. J'ai un tournoi de futsal en préparation, donc si tu as une banderole. Non mais tu vois, Karim Benzema a dit un truc récemment un peu là-dessus très intéressant. Il a dit, je crois que c'est lui, il a dit maintenant les gens ne regardent même pas le match, ils demandent qui a marqué. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont là à la fin du match. Ah ouais, il y a eu combien ?
2-1. Ça, c'est même l'étape après la télé. Tu vois, je vais au stade, je regarde à la télé et maintenant je regarde une vidéo condensée sur YouTube. Est-ce que tu parles de gens qui aiment vraiment le foot? En fait, c'est ça, parce que du coup, je vous questionnais sur vos expériences, en fait. Mais moi, mon expérience idéale, en fait, c'est vrai qu'on t'a pas demandé. Mika, c'est quoi ton expérience idéale? C'est juste une vidéo grand angle, en fait, du match, sans commentaire, en fait, où tu peux vraiment, en fait, voir les déplacements, en fait. Tu vois, moi, il y a un truc aujourd'hui qui m'insupporte, c'est tous ces zooms sur les joueurs. On décide pour toi comment tu dois regarder. J'en ai marre de la réalisation, tu vois. C'est vraiment, en fait, on te dit, bah tiens, consomme le football comme ça, quoi. Gave-toi. Non, mais moi, je comprends très bien. Puis j'ajouterais, en ce qui me concerne, c'est les stats dont la plupart sont ineptes, enfin on s'en fout. Enfin, je veux dire, de savoir que tel a passé la balle à tel 52 fois, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je vois pas. Non, mais en fait, c'est assez étonnant parce que on dirait c'est des critères des pseudo-critères de scientificité qui seraient censés accréditer le sérieux du foot. Moi, ça me barbe. T'aimes pas Toulouse alors? Non, mais je veux dire qu'on dise qu'un club a plus, qu'une équipe a plus la possession du ballon que l'autre. Oui, bon, très bien. Mais de là à nous donner des pourcentages. Et puis aujourd'hui, les expected goals, enfin les buts qu'on aurait pu marquer. C'est juste pour qu'elle ait des sponsors, ça. Oui, mais tout ça a toujours été et devient de plus en plus ridicule. Et ça tue aussi le commentaire, ça tue aussi la relation directe. Alors, est-ce qu'on fait pas ça aujourd'hui parce que justement, il y a de moins en moins de liens entre les protagonistes, que sont les joueurs, les entraîneurs, et les journalistes? Et là, je parle des médias, radio et télé, qui diffusent en direct. Est-ce que ça pose pas un problème? Je pense juste qu'aujourd'hui, on est autant tributaire des stats et de la justement, et même les joueurs eux-mêmes, je pense. Passent leur vie à se comparer, même entre des championnats différents, tu vois, regardez combien ils mettent de buts par saison, je pense au top buteur des championnats d'Europe, et je pense qu'en fait c'est tout ça est lié un peu aussi à une évolution de la société, où il y a on dissèque beaucoup, on va dire les chiffres justement. Non mais regarder un match et commenter un match, c'est pas donner c'est pas parler de bien sûr. En fait, mais le truc c'est qu'il y a deux trucs, je pense que ça permet en fait, on est habitué aujourd'hui dans la société à avoir beaucoup plus de chiffres qu'avant, tu vois, sur ta rentabilité, sur les réseaux sociaux, combien tu génères de suivi. Au mépris de l'histoire des clubs, où lors de prise d'antenne, on te dit pas qui est qui fait quoi, on te dit pas lui d'où il vient, etc. Or c'est ça l'histoire de ce sport. C'est pas le fait de savoir que Roger a passé 52 fois la balle à Marseille. Mais ça donne à la fois ces trucs où tu as l'impression de mieux comprendre les choses parce qu'on te demande des zones d'action, on te demande des trucs. On a l'impression qu'on devient tacticien d'un coup. On emberlificote. On a l'impression que tu comprends mieux le foot parce que tu deviens d'un coup tacticien alors que c'est très complexe, les déplacements, les jeux, les blocs, les trucs. Enfin, tu vois, il y a des gens qui en parlent bien, mais il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui en parlent vraiment bien. Donc ça donne un peu l'impression, quand tu regardes le foot à façon assez passive, de mieux comprendre. Et en plus, c'est lié, je pense, à la société qui demande besoin de chiffres, d'infos, de trucs précis, combien il y a eu là, tu vois. Et au final, c'est vrai que ça te donne pas une meilleure lecture. Et puis c'est plus facile de faire passer un chiffre en disant par exemple dans ce match ils ont eu 59% de possession de balle, que d'expliquer à la fin du match pendant 10 minutes, ce qui serait beaucoup plus intéressant, pourquoi il fait rentrer un milieu à la place d'un défenseur, pourquoi il passe à 4 au milieu, parce qu'il voit qu'en fait il n'avait pas la possession et que du coup en passant à 4 au milieu, il a un bloc plus haut qui peut plus toucher ses attaquants. C'est long, ça demande de faire des choses didactiques, et c'est vrai qu'en fait t'es à la télé. Pourquoi ils pourraient essayer? Je suis sûr qu'ils essayent. En fait, moi ce que je leur reproche, c'est pas de pas le faire, c'est de pas essayer de le faire. Si on essaye et que ça marche pas, je trouve qu'il a un peu des fois ce truc un peu, parce que lui-même est entraîneur, il a un peu ce côté là. Après, attendez, il faut pas tout confondre, parce que Habib Beye, très comment dire, très élégant, très intelligent, mais Habib Beye, il est consultant. Il n'est pas journaliste. Alors après, je dis pas que c'est simple de commenter ou de faire du foot à la télé, à la radio, mais je dis simplement que moins de stats, un peu plus d'histoire, un peu plus d'humanité, au sens historique, au sens qui a joué, où et pourquoi et comment, ça remettrait un petit peu les choses à plat. Après, que des statistiques puissent éventuellement nourrir les réflexions d'entraîneurs, de coachs, de travail spécifique à l'entraînement, tout à fait, je comprends parfaitement. Mais nous asséner ça constamment à l'antenne, ça confine au ridicule. Mais au ridicule. Et alors, cette avalanche de chiffres, plus
tout ce qui a trait au transfert, je passe même pas je passe la période des mercatos où on annonce bidule la truc. Au bout d'un moment, ça fait marcher un système en fait qui, non mais d'accord, mais l'écosystème, à un moment donné, je pense que certains des acteurs de système que sont les journalistes et autres chroniqueurs et même consultants peuvent dire écoutez, très bien, mais l'important c'est le jeu, à la fois qu'on est en train de commenter, essayer de faire sens, essayer d'expliquer et de remettre sans arrêt dans le contexte pourquoi il y a tel ou tel antagonisme entre deux équipes, parce qu'il y a les anciens, parce que... Et là, on renoue avec la dimension humaine et historique. Clairement. Ça ne veut pas dire que toutes les données économiques, statistiques et autres doivent être complètement doivent passer à l'as. Mais pour autant, remettons un petit peu d'humanité dedans. Il y a des dynamiques en fait, je trouve, qui sont complètement ignorées. En fait, tu vois ce que tu expliques. Les mécaniques de groupe, en fait, les dynamiques de groupe. Moi, j'ai même l'impression parfois que certains commentateurs, ou alors quand c'est fait, c'est très malhabile. À certains jeux, mais tu te demandes même si certains savent qui a joué au club il y a 10, 20 ou 30 ans. Même ni les commentateurs, ni les supporters, ni les joueurs du club. Oui, ça, les joueurs, c'est encore... c'est dommage. Oui, mais ça fait justement... Alors, ça dépend dans quel pays. Parce que tu as certains clubs où tu sais très bien... que voilà, il y a eu tel. Alors, ça peut pas être vrai dans tous les clubs, les championnats peuvent aussi être différents, mais il y a des lieux, quand on fait une minute de silence, on fait une minute de silence. Oui. Voilà. Bon, après, c'est fonction sans doute des pays, de la culture, de l'histoire, mais c'est quand même pas très compliqué. Mais c'est pas propre au football en fait. Hein. Là, on parle de football. Voilà, non, mais je pense, non, mais c'est une question. Enfin, c'est une affirmation question. C'est-à-dire, c'est pas propre au football, à mon avis. C'est cette manière de traiter l'information, elle est générale quand même. Oui, alors là, non, mais vaste débat. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée, surface chiffrée de tout. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est toute la société qui s'appuie sur ça. Il y a aussi un vrai problème par rapport à l'information au sens large du terme, avec l'info en continu, avec le fait de moins en moins hiérarchiser, avec le fait de tout mettre sur le même plan. Évidemment que ça pose un problème avec toujours plus vite. Après, le tweet, on vérifie plus. Enfin, bien sûr que ça pose un problème. Mais alors là... mais moi, tu vois, je trouve que il y a un problème, c'est la centralisation en fait, de la diffusion. Et en fait, au lieu de jeter la pierre en disant en fait, c'est nous que ça intéresse pas. Tu vois, on devrait avoir le choix de pouvoir le consommer différemment en fait. Et là, on n'a pas vraiment l'opportunité en fait. Tu vois, quand soit tu vas au stade, soit tu regardes ce qu'il y a à la télé, et puis basta. En fait, ça manque de richesse, un peu de diversité. Tu vois. Mais après, c'est aussi probablement dû aux diffuseurs. La privatisation du sport, parce qu'il faut dire ce qui est, continue de me poser un problème. Je veux dire qu'on puisse plus regarder du foot, dit le sport est plus populaire gratuitement. Ou encore, il faut 4 abonnements. Voilà, c'est quand même problématique. Voilà. Si tu veux, encore une fois, moi je trouve que ce débat-là qu'on a, cette discussion-là, elle rejoint vraiment ton livre parce que, encore une fois, notre livre, pardon, oui, tu as raison. On les embrasse. Encore une fois, le football est révélateur de quelque chose de sociétal. Tu vois, c'est-à-dire que cette façon de traiter l'information dans le foot ou cette financiarisation du foot, en fait, elle est présente. Le football, les footballeurs, les dirigeants, enfin tout ce monde n'est pas hors le monde. Voilà. Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la professionnalisation outrancière, on a l'impression que les gars sont dans leur bulle. On parle de sommes astronomiques, etc. C'est pas faux, mais en même temps. Qu'ils le veuillent ou non, les uns ou les autres, de bonne ou de mauvaise foi, ils vivent dans la même société, ils sont soumis aux mêmes aléas, économiques, historiques, etc. C'est là où je pense ce serait bien de revenir vers quelque chose d'un petit peu plus humain, d'un petit peu plus... peut-être faut-il un peu plus de pédagogie aussi, et de réapprentissage de ce qu'est ce sport qui est à la base un sport collectif. Alors certes, où il y a des individus... Le Covid, ça allait un petit peu faire ça, parce qu'il y a eu un arrêt sans précédent de tout le foot, de tout le sport, on va dire.
Parce qu'il y a eu des remises en question. Après le Covid, les gens se sont dit, tout ce fric, justement, est-ce que c'est pas... Ouais. Les transferts, j'ai pas cette impression depuis, quand même. Parce que quand tu prends un Haaland, par exemple, qui est un joueur d'une stature énorme, il a acheté 65 millions, je crois. Tu vois, quand tu le compares à Mbappé. Est-ce que ça reste, non, mais ça reste des estimations. Moi, je connais pas son contrat. Oui, bien sûr. Personne ne connaît son contrat. Lui, je pense que de toute façon, c'est le club où il voulait aller, donc il était peut-être prêt à son petit père. peu. Oui, etc. Donc, non, là, je crois qu'il faut pas projeter des choses. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais pour en revenir à ta question, non, je crois pas. Je pense pas. Ah ouais. Je pense pas, parce que il y a eu un manque. Les gens étaient contents de retrouver, et là je parle du public, etc. Est-ce que ça a créé un peu de réflexion autour des notions financières, du prix des places, des abonnements, il y a eu des ligues en etc. péril quand même avec le Covid. Oui, justement. Ça n'a pas remis en question. Non. Là, le discours des professionnels, c'est de dire encore plus de fric. Et d'où le fait de la Super League elle vient avec les clubs habituels. Après, on est quasiment aujourd'hui en Ligue des Champions, c'est quasiment une ligue fermée. Il y a quelques clubs qui font leur chemin jusqu'en phase finale, un peu miracle. L'actuelle formule est discutable à bien des égards, mais eux, ce qu'ils proposent, c'est encore puissance 12. C'est pire du tout. C'est l'américaine. Franchise. Mais sans les avantages des franchises américaines. Sans le système. Enfin, dans tout système, il y a une partie positive et négative. Là, la partie positive du système américain est pas pris. C'est quoi la bonne partie je pense qu'il y a des. Je connais pas trop les enjeux. Positifs, j'en sais rien. Il aurait fallu qu'il y ait Cédric qui lui est super calé sport US. Mais en gros, par exemple, leur système de draft, de trucs comme ça, de répartition j'ai découvert ça avec la NBA et tout, c'est génial. Après, il y a des travers à ça et il y a des effets pervers à ça. Mais par exemple, le fait que ce soit l'équipe la plus faible qui ait le tour de draft en premier, le fait, tu vois, cette volonté de rééquilibrer. Une question, pourquoi faudrait-il que le football, qui joue principalement en Europe, en Amérique latine, prenne ce système-là? Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Ah oui, non, pas du tout. Pourquoi nous parler de NBA, de draft? Non, mais là-dessus, je suis totalement d'accord. Qu'on puisse tenter d'améliorer, etc. Oui, non, mais parce que derrière le draft, etc., il y a aussi des vicissitudes. Bien sûr. Bien sûr, ça, comme c'est tout beau. Et c'est là-dessus que je vais rebondir. Je pense aussi que les commentateurs se sont, comment dirais-je, inspiré de la façon de parler du basket avec le pourcentage de passes, les stats. C'est très américain. D'accord, mais quand je regarde un match de foot, je ne vais pas voir un conseiller clientèle d'une banque ou d'une assurance. Encore une fois, j'attache davantage d'importance à l'histoire des clubs, des joueurs, à la limite, quand il y a des périodes de mercato. C'est les modes de consommation, c'est chacun, c'est propre à chacun. En l'occurrence, là, les commentateurs, et notamment les journalistes, sont aussi là pour remettre en perspective à chaque match, à chaque antenne, un certain nombre d'anecdotes. Alors on peut pas parler, il n'y a pas toujours mais c'est bien de remettre un peu en perspective ce qui fait quand même le sel de ce sport. Ou alors on parle plus que de nombre de passes, que de goal d'expected goal. Mais bref, ce qui est triste, c'est qu'à la fin, en fait, au final, à la mi-temps, les analyses, elles sont ennuyantes. Les discours des uns et des autres à la fin des matchs, ils sont formatés, ils sont hyper communiqués. C'est de la langue de bois. Il reste plus rien, en fait. Quelques faits de jeu qui te marquent parce qu'il y a du beau jeu encore, quand même. Mais c'est aussi de la langue de bois qui est destinée à cacher le fait qu'il y a un vrai problème d'accessibilité aux joueurs. Voilà, le joueur, il vient, il dit 3 mots, terminé. Après, il y a ce que connaissent très bien les journalistes de sport, les zones mixtes. C'est quand même assez invraisemblable quand on y pense, compte tenu de ce qu'était le football il y a 30-40 ans. Et puis après, il y a la conférence de presse où la plupart du temps, tout le monde s'ennuit. Des banalités sont dites. On aurait du temps pour dire des choses. Les gens qui sont pratiquent tous une langue de bois qui est plus ou moins obligée. Enfin bref. Donc... voilà, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'occupation du ministère de la parole où il se passe rien, il se dit rien, complètement inintéressant, et au fond on s'ennuie. On en parlait en fait aussi avec Giovanni la dernière fois, c'est qu'on a perdu un peu la culture du temps long en fait. De ce qu'on met dans le temps long, parce que le temps long, moi je trouve qu'il y est. C'est-à-dire, par exemple, tu parles de zones mixtes, interviews.
Tu vois, ça c'est le temps court d'après-match. Et la conférence de presse, justement, ça pourrait être un temps très long. On pourrait prendre le temps d'expliquer les choses, de parler. Et il y en a qui l'ont fait. Marcelo Bielsa l'a fait, par exemple. Mais Marcelo Bielsa, il regardait même pas ses interlocuteurs. Oui, ça, par contre, oui. Il regardait, voilà, il avait les fesses sur sa glacière, tout ça. Bon, que ce soit un génie du foot en tant que tacticien, j'admets. Mais alors, en termes comment dirais-je, de banalité, de langue de bois, mais je suis désolé, c'est presque c'est le paroxysme de l'ennui. Lui, on voyait bien que ça l'ennuyait parce je pense qu'il, parce qu'il avait rien à dire, mais rien du tout. Et parce qu'il y a aussi le club qui parlait, tu vois, il parlait de mise en place. Je pense que après, toi, t'as une vision de l'intérieur. Mais non, mais qui n'avait aucun intérêt. Ou alors l'entraîneur en question accorde un entretien à quelques médias que ce soit, de presse écrite, de radio, de télé, où il sait qu'il va avoir du temps pour s'exprimer, et là très bien, mais c'est pas du tout dans ce genre d'exercices qui sont faits des figures imposées que tu vas avoir droit à un propos intéressant. Hélas, parce que les choses sont tellement cadrées, séquencées, découpées, que par définition, tu peux pas avoir ça. Pour toi ne le permettrait pas, c'est ça ? Et tu voyais bien, je veux dire, il regardait même pas ses interlocuteurs. De toute façon, ses interlocuteurs, plus Bielsa étant Bielsa, il les méprisait complètement. Enfin, je veux dire, il écoutait même pas à moitié leurs questions. Désolé, je t'invite à revoir les images. Désolé, je vous coupe sur ça, parce que toi, tu dois bientôt prendre un train. Ah, oui. Exact. J'avais 2-3 petites questions à te poser pour revenir un peu sur toi et sur le livre. Là, sur les auditeurs qui nous écoutent, si tu devais leur donner un conseil, là, s'ils ont envie, par exemple, de se lancer sur une carrière de journaliste ou sur un bouquin, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un ? C'est très difficile en deux mots comme ça. 2-3 petits conseils. C'est d'essayer d'être, quel que soit le domaine de compétences ou d'envie, ou même c'est la curiosité, je pense, la lecture, les archives, des histoires de vie, comment dirais-je, et puis de la curiosité, qui est quand même un élément, à mon avis, essentiel. Soyez curieux. Ouais, principalement. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, on l'acquiert au fur et à mesure. Quand bien même on fait une école, et une bonne école de journalisme, on apprend, on va dire, les basiques du métier, et au fur et à mesure, c'est fait aussi de rencontres d'hommes, de femmes, quelle que soit leur rubrique, qui vont savoir ou pas vous transmettre. C'est presque une dimension picaresque. Enfin, il y a plein de choses. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Samy, d'avoir passé du temps avec nous. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Merci à tous. Oui. Merci, le livre est disponible à la boutique. Le livre est disponible sur maisontransversale.fr. Il est aussi sur d'autres plateformes, chez votre libraire du coin. Il y a aussi celui-ci, on n'en a pas parlé du tout, mais qui est aussi chouette. C'était aussi avec 2 auteurs, c'est ça ? C'est ça. Voilà, Débordement, qui est sur... c'est pas du tout, j'ai l'impression que la TV... Le micro. Pardon. Ouais, Débordement, du coup, aussi, qui est chez un autre éditeur, mais Anamosa. Ouais. Et qui est aussi sur la géopolitique quand même un peu, et en fait c'était surtout les excès. Il s'agit plus de trajectoire et de destin personnel, mais évidemment qui sont remis dans leur contexte. En l'occurrence, j'avais travaillé sur les plus vieux, qui sont, je vais vous dire ça tout de suite, Matthias Sindelar, donc l'Autrichien, Alexandre Vidaplana, Edouard Streltsov, Rachid Mekloufi. Et on avait coécrit Jean-Pierre Bernès. J'ai travaillé aussi Tony Adams. Voilà. Mais là, il s'agissait davantage de trajectoires personnelles. C'est-à-dire, le point commun entre ces 13 personnages, parce qu'il y a des joueurs, des dirigeants et même un chef de clan, le fameux Arcane. Le dénominateur commun de tous ces personnages, c'est qu'à un moment donné, ils avaient arrêté la pratique du foot ou la fréquentation du foot pour des motifs qui avaient trait à l'histoire, à la grande histoire, c'est-à-dire pas de blessures, pas de... Ah oui, d'accord. Et donc c'est la remise en contexte à chaque fois de ce qu'ils ont dû vivre par les épreuves qu'ils ont dû
comment dirais-je, les épreuves auxquelles ils se sont coltés pour essayer de revenir. Et donc, il y a une dimension, oui, davantage personnelle, mais évidemment, à chaque fois réinscrite dans un environnement et dans l'histoire. Parfait. Okay. Voilà. Bon, en tout cas, les 2 bouquins. Donc allez-y, foncez chez votre libraire préféré. Merci à Maison vous. Transversale pour les acheter. Aussi, oui, Merci mais vous pouvez les frais de port et tout, et l'empreinte carbone, tu vois. Voilà, si vous avez un libraire juste à côté de chez vous, vous êtes à Nantes, par exemple, allez chez lui parce qu'il est disponible de partout. Absolument. Et c'est vrai que c'est toujours mieux chez les libraires. C'est vrai. Mais les Marseillais, venez ici. Allez, merci à tous. Merci Samy. Merci à vous. Bonsoir. Merci beaucoup.